Oui, bonjour et ravi de vous retrouver pour cet entretien spécial. Aujourd'hui, nous recevons Madame Fatou Miranda Ndiaye, journaliste indépendante et spécialisée en questions diplomatiques. Bonjour Madame Miranda Ndiaye. Bonjour, Monsieur Tombou. Avec vous, nous aurons l'occasion de parler justement de la diplomatie sénégalaise et une nouvelle diplomatie insufflée par le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On parlera bien sûr aussi des relations avec la France et les pays voisins, d'accord? Et nous reviendrons aussi sur le contentieux qui vous oppose avec la RTS. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec la diplomatie sénégalaise, la nouvelle diplomatie sénégalaise insufflée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pouvez-vous nous dire comment se caractérise la diplomatie sénégalaise et son impact sur le plan international? Voilà, dans un premier temps, j'aimerais d'abord saluer en fait cette nomination en fait du parti PASTEF à travers le nouveau président de la République, Monsieur Diomaye Faye et son groupe bien sûr. Également féliciter en fait tout le Sénégal et l'Afrique de manière générale parce que c'est un pas vers l'avant pour la diplomatie de manière générale, parce que le Sénégal a une particularité qu'elle a su prouver en fait à travers cette action d'élection en fait 2024 et qui s'est avéré en fait être un rehaussement de l'image du Sénégal à l'international. Donc ce qu'on pourrait dire... Rehaussement, c'est la transparence du scrutin, l'apaisement durant le Non scrutin. seulement la transparence, mais aussi, on va dire, la stabilité en fait politique, économique et on va dire même diplomatique en fait du Sénégal par rapport à cette élection où on a fait confiance à des institutions, on a fait confiance à une population qui est maintenant mature et qui a pu faire un choix à travers le nouveau président, M. Diomaye Faye. Donc c'est surtout de ça dont il s'agit. Mais surtout en fait aussi parler de diplomatie parce qu'il faut dire que la place du Sénégal dans le monde n'est plus approuvée dans la diplomatie, qu'elle soit dans un premier temps dans la sous-région, mais également en Afrique de manière générale, et également à l'international. Donc le Sénégal noue des coopérations, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, ou avec des organismes internationaux, notamment avec les nouveaux acteurs de l'Asie, etc. La diplomatie sénégalaise est en bonne posture, on peut dire. Et en parlant justement de cette diplomatie sénégalaise, on a remarqué qu'au lendemain de l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les appels venaient de partout. D'accord, mais qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement de l'élection présidentielle sénégalaise à l'international? Je pense qu'il y a surtout, on peut dire que c'est un éveil de conscience, surtout de panafricanisme dont font les Sénégalais, les Africains de manière générale. Donc on n'a pas cessé durant en fait toute cette période de campagne, mais même avant pré-campagne et après-campagne, de prouver qu'il est temps peut-être de changer, de faire une rupture. Et ça s'est prouvé par rapport à cette nouvelle nomination. Je pense que cet engouement peut être expliqué de par là. D'accord. Et toujours concernant les appels qui ont été reçus et les messages de félicitations, il y a un président en particulier qui s'est illustré. C'est le président Emmanuel Macron. Au lendemain même de l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a réagi avec un message sur Twitter, un tweet, d'accord, sur X, la nouvelle appellation, et par la suite un appel téléphonique. Mais selon vous, qu'est-ce que le président Emmanuel Macron recherche? Fait-il les yeux doux au Sénégal ou bien au nouveau gouvernement? Les yeux doux, je ne saurais le dire, mais elle peut être interprétée ainsi. Mais on pourrait dire qu'une coopération bilatérale entre le Sénégal et la France ne date pas d'aujourd'hui. Exactement. Donc elle date de très longtemps. Je pense que c'est une manière peut-être pour le président Macron de prouver et de montrer en fait une certaine continuité parce que comme on dit, les institutions demeurent. Même si les hommes passent, les institutions demeurent. Donc c'est surtout une certaine continuité, je pense, qui a été peut-être soulignée dans cette action. Et on peut dire que la France a été un partenaire de très longue date avec le Sénégal. Donc c'est des continuités qui sont là. Donc que ça soit l'ancien ou le présent ou le futur régime qui va venir, nous serons amenés à collaborer, que ça soit
de manière diplomatique, économique, sociale ou même sportive, dans toutes les disciplines, à collaborer avec l'international, ce qui réellement relève de l'intérêt en fait du Sénégal. Il ne faut pas oublier. Toujours concernant la France, alors il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, dans la zone Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Côte d'Ivoire restent apparemment les derniers grands partenaires de la France. On a remarqué que dans les autres pays, avec les avènements des juntes, il y a un sentiment anti-français qui se développe, même ici au Sénégal. Il y a l'exemple du mouvement Frappe France Dégage. Est-ce que les sollicitations du président Emmanuel Macron, les appels, les messages, c'est pas aussi un moyen de contrer cette mouvance-là contre la France? Est-ce qu'il ne veut pas prendre les devants pour éviter que, on va dire, les derniers alliés en Afrique de l'Ouest de la France ne partent dans l'autre camp? Les derniers alliés, l'histoire nous le dira, parce que chaque pays écrit son histoire. Le Sénégal a su écrire son histoire, et je pense que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest écriront également leur histoire. Mais il faut noter que le Sénégal a été un bel exemple de l'Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des représentants diplomatiques ont élu domicile au Sénégal, qui sont au nombre de 105 représentations, donc 80 ambassades et 25 consulats et organisations internationales qui sont présents ici. Et ceci est prouvé en fait surtout grâce à la stabilité du pays, que ce soit politique, économique et social. Donc on a su, et même religieux, on va dire, parce que ceci en fait s'est prouvé récemment avec la nomination du président de la République, M. Diomaye Faye. Donc je pense que en ce qui concerne les stratégies du président français Emmanuel Macron, ce sont des stratégies en fait qui lui sont propres. On ne peut pas définir et dire que c'est une tentative de repêchage. Bon, des stratégies qui interviennent quand même dans un contexte assez je dirais pas trouble, mais assez compliqué pour la France au niveau de la sous-région. Le Mali, ils sont en désaccord avec le Burkina aussi, et ça se manifeste aussi par des nouvelles collaborations, notamment avec la Russie. Le Niger aussi est en train de faire cette transition. On peut aussi, ce contexte quand même s'impose, Madame Ndiaye. Bien sûr, c'est un contexte en fait qui s'impose parce qu'il y a actuellement un appel à la rupture. Qui est de plus en plus effectué non seulement par la jeunesse, mais également par la population. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Donc, il faudrait aussi savoir qu'une rupture ne se fait pas de manière automatique. C'est une rupture qui peut se faire de manière progressive. Donc, de manière diplomatique, avec des institutions, avec une procédure, avec un process qui va en fait accompagner les États africains à réellement passer d'un État à un autre. Donc, c'est pas une rupture qui peut se faire du jour au lendemain. Et je pense qu'il faudrait que peut-être les Africains soient beaucoup plus conscients, que nous soyons beaucoup plus conscients d'une certaine situation, qu'il y a en fait un équilibre de jeu qui est en train de se faire, et que même s'il y a des nouveaux acteurs, notamment de la Russie dont vous parlez, on peut également citer le Japon, on peut également citer la Chine, ou la Malaisie, de nouveaux acteurs, le Brésil, etc., qui interviennent. Il faut savoir que les portes sont ouvertes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la diplomatie est née, et la collaboration est permise. On n'interdit pas à un pays africain de collaborer avec tel ou tel pays, selon son intérêt et selon également des situations précédentes, parce qu'on ne peut pas effacer ce qui a été fait pour ensuite dire on remplace. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a tout un process qu'il faut savoir respecter. Et je pense que les hommes qui sont actuellement en place par rapport à ce nouveau gouvernement, notamment dans le cas du Sénégal, sont peut-être là pour œuvrer dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'ils essaient de créer une certaine rupture, mais essayer de peut-être faire une rupture pour une nouvelle continuité qui peut être beaucoup plus porteur pour le Sénégal et l'Afrique de manière générale. En parlant justement de rupture, ça a été l'un des slogans du mouvement PASTEF, ou bien du mouvement Diomaye président. Mais ce mot-là, la rupture, comme vous l'avez dit, dans un contexte sous-régional marqué par un désamour de la France grandissant, est-ce que ce mot-là n'a pas une connotation qui fait peur, surtout au niveau des partenaires historiques, tels que la France notamment? Ça peut faire peur, mais c'est une forme de communication. Parce que quand on communique, on cherche dans un premier temps à frapper l'esprit des personnes, l'esprit
des personnes en fait qui vont nous suivre, qui vont nous accompagner en fait dans notre combat. Il faut chercher des mots forts. Je pense que ça a été peut-être plus dans ce contexte-là que la rupture a été annoncée. Et effectivement, rupture est en train de se faire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une rupture qui se fera de manière brusque. Ce sera une rupture qui se fera de manière assez progressive et diplomatiquement dans des institutions. Mais encore une fois, le Sénégal et l'Afrique a encore intérêt à collaborer avec la France, avec les autres États du monde, et libre à elle de choisir par la suite avec qui être plus en accord ou avec d'autres. Vous préconisez une rupture progressive. A contrario, quelles pourraient être les conséquences d'une rupture radicale, une rupture brusque? Je ne préconise pas une rupture progressive, mais je dirais que la rupture progressive, elle est inévitable. Et ça ne peut que se faire ainsi. Parce que même si vous décidez du jour au lendemain de changer les choses, il y a un process. Donc, ce process va suivre son cours et ensuite adviendra ce que devra advenir, c'est-à-dire le choix par rapport aux partenaires dans les coopérations, que ce soit bilatérales ou multilatérales, avec les organisations et les représentations diplomatiques. Donc, c'est un process qui doit se faire. Donc, si ce process se fait, c'est quelque chose qui devra indéniablement se faire de manière progressive. Elle ne peut pas se faire de manière brusque, non. C'est pas possible. D'accord. Alors revenons à la diplomatie sénégalaise et au niveau sous-régional. Les premiers déplacements du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont été effectués chez les pays voisins, les pays limitrophes. Le 18 avril en Mauritanie, le 20 en Gambie et le 30 récemment en Guinée-Bissau. Quelle lecture faites-vous de ces voyages chez les voisins, chez les pays frères, les pays limitrophes? C'est pour les premiers déplacements. Moi, je pense que ces déplacements peuvent être salués, surtout dans le sens où le parti du président a toujours prôné le panafricanisme dans ses actions. Et je pense que c'est un déroulement en fait des actions panafricains qui sont en train de faire, à l'opposé par exemple de ce qui se faisait dans le temps. Quand on regarde bien l'histoire de la diplomatie sénégalaise, à chaque fois qu'une nomination se faisait, le président s'empressait d'aller en France. On disait même que c'était peut-être un compte-rendu de par là. Mais maintenant, on a vu une situation inverse où le président va aller saluer ses voisins, en commençant par le plus proche, la Mauritanie, la Gambie. Et il y a aussi des intérêts en commun aussi. Exactement. Parce que cela peut aussi peser sur la décision. C'est de ça dont je parle. C'est surtout en fait de panafricanisme dont il s'agit. Donc c'est surtout ces intérêts communs qu'il va falloir tout simplement peut-être protéger et en discuter, mettre table ronde, etc. Donc c'est surtout peut-être comme ça qu'on peut... Je parlais d'intérêt. Oui. C'est vrai qu'il y a le panafricanisme qui est là, mais il y a aussi des ressources naturelles. Grande tortue Armenheim entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais plus globalement, quel message pensez-vous que le président Diomaye Diakhar Faye souhaite lancer en effectuant ses premiers voyages rien qu'aux pays limitrophes? Vous avez parlé tout à l'heure d'intérêts miniers, etc., de protection, mais je pense que le Sénégal est un État indépendant, il ne faut pas l'oublier. La Mauritanie également est un pays indépendant. Donc, quelle que soit la protection des ressources minières dont vous parlez, il ne peut pas être en commun. On ne peut pas faire une protection commune, en fait. Non, mais il y a une propriété commune aussi. Chaque État, en fait, verrouille sa propre protection par rapport à son indépendance selon les textes en fait étatiques entre les frontières en fait entre la libre en fait protection d'État. Donc c'est pas possible qu'un État puisse protéger un autre, etc. Ils peuvent. Non, on s'est peut-être pas compris. Je parlais des intérêts communs, notamment gaziers entre le Sénégal et la Mauritanie, avec l'exploitation de gaz Grande Tortue Armenheim. Donc ça a été même d'abord l'un des sujets évoqués lors de l'entrevue entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son homologue. Tout ça entre en fait dans le mouvement de panafricanisme en fait. Tout ça entre dans l'intérêt du panafricanisme. C'est surtout ça. Donc on peut. Votre question c'était par rapport aux premières actions et aux messages en fait que le président Diomaye Diakhar Faye souhaite lancer à travers ses premières sorties chez les pays limitrophes. Exactement. On peut traduire cela comme étant un message en fait de relation de bon voisinage, mais également une relation en fait de paix,
de cordialité en fait entre l'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être une certaine situation d'insécurité aussi en Afrique de l'Ouest. Avec la montée croissance du terrorisme, oui. Exactement. Donc le Sénégal a été un pays où on n'a pas trop connu de catastrophes et que ça continue. Donc c'est ces messages-là qui peuvent être peut-être véhiculés et qui sont en train d'être véhiculés actuellement. Concernant toujours ces pays limitrophes, ont-ils des attentes particulières concernant le Sénégal, qui, vous l'avez dit, occupe quand même une place de choix au niveau sous-régional, au niveau diplomatique? Est-ce que ces pays limitrophes, tels que la Guinée, la Mauritanie, la Gambie, ont des attentes particulières face aux pays de la Teranga? Sûrement, parce que les attentes, elles peuvent venir des uns et des autres, de l'un ou de l'autre. Donc les attentes peuvent exister et je pense que tout un chacun a intérêt à également collaborer dans le sens d'une meilleure diplomatie africaine. Je pense ce qui va rehausser en fait l'image un peu de l'Afrique de manière générale et dire que il y a en fait un changement de jeu qui est en train de se placer actuellement en Afrique. D'accord. Et toujours dans le cadre de ces visites officielles, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu hier, mardi, le 7 mai, du côté de la Côte d'Ivoire pour une visite officielle à son homologue Alassane Dramane Ouattara. Sans parler bien sûr des relations bilatérales entre les deux pays et le besoin de renforcer la coopération. Mais un renforcement de coopération dans un contexte où on pourrait dire que les deux pays se disputent le leadership sous-régional. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le Sénégal a les épaules solides ou les moyens de rivaliser face à une puissance économique telle que la Côte d'Ivoire qui, rappelons-le, pèse énormément sur l'économie sous-régionale? C'est vrai que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont deux beaux exemples en fait par rapport à la diplomatie économique et qu'il faut aussi retenir une chose, c'est que dans l'histoire, on retient qu'il y a une particularité en fait toujours du Sénégal qui fait l'exception au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dans le sens où on voit que chez nos voisins, il peut y avoir certaines situations de crise, de guerre, de génocide, de situations d'insécurité qui ne prévaut pas en fait au Sénégal et qui peut réellement permettre au Sénégal de se hisser à un rang supérieur ou sinon encore beaucoup plus haut. Donc je pense que peut-être la question de leadership n'est peut-être pas à poser dans le sens où on a déjà une situation historique, économique, religieuse, de stabilité qui nous permet d'atteindre un certain objectif. Et bon, je pense que c'est dans un premier temps l'Afrique qui gagne. Hein. Donc après la question de leadership, moi je dis que c'est peut-être la concurrence ou pas, mais bon. Après, il y a toute une histoire qu'il faut revisiter pour réellement parler de leadership. Par rapport à toutes ces situations de crise dont je vous ai parlé dans la sous-région et qui peuvent permettre au Sénégal, bien sûr, de se rehausser en fait au niveau. Vous avez parlé de stabilité, de situation de crise, en tout cas comparé aux autres pays que le Sénégal n'a pas connus. On se rappelle voilà, les événements en Côte d'Ivoire, les coups d'État à sous-région et tout. Le Sénégal, pourrait-on dire que la stabilité au Sénégal est le premier atout pour, comme vous l'avez dit, un leadership plus prononcé pour l'éveil économique et même diplomatique du Sénégal? Le Sénégal peut être vu comme étant un pays de leadership dans la diplomatie, dans le sens où, comme je vous ai parlé, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a une stabilité en fait qui est incontestable au niveau du Sénégal. Et on a certains avantages en fait au niveau du Sénégal, au désarroi des autres, on va dire, comme on dit, le bonheur des uns font le malheur des autres. Le Maroc a été peut-être visé à un moment donné comme étant un pays assez stable, mais ils n'ont pas également eu peut-être cette stabilité avec le printemps arabe qui a fait des ravages. Même s'ils ont été épargnés. Hein. Voilà, mais elle est toujours d'actualité. Aussi d'autres pays en fait qu'on n'a pas pu en fait cibler parce que tout simplement il n'y avait pas cette stabilité que le Sénégal a, cette maturité peut-être que la population sénégalaise a et qui a en fait tout simplement conduit tous ces représentants diplomatiques à élire résident permanent au Sénégal et qui est peut-être une aubaine pour le Sénégal parce qu'il peut rapporter, on va dire, toutes ces représentations amènent
au moins 100 milliards de francs CFA par mois au Sénégal, ce qui est économiquement très considérable. Donc, voilà. Donc il faudrait absolument que nous, Sénégalais, soyons conscients de cela et qu'on puisse en fait relever un peu plus le niveau par rapport à notre situation, par rapport aussi à notre stature, à notre figure en fait, à notre représentation en fait au niveau de la sous-région, mais également au niveau de l'international. Toujours concernant le leadership du Sénégal, on sait que le leadership du Sénégal est actuellement incarné par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et le leadership se caractérise aussi par ses moyens de fédérer derrière lui. Pensez-vous que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du haut de ses 45 ans, puisse essayer d'amener par exemple un Alassane Dramane Ouattara? Bon, il y a une élection présidentielle qui arrive bientôt en 2025 en Côte d'Ivoire, mais puisse arriver à fédérer, à faire suivre ce mouvement qu'il insuffle aujourd'hui. Pensez-vous qu'il a les épaules solides pour insuffler justement ce leadership-là, sous-régional? Ce leadership, on peut dire qu'il n'est plus approuvé. Parce que déjà, il y a une première étape qui a été réussite. C'est quoi? C'est sa nomination qui s'est faite au la main, on va dire. Peut-être certaines personnes ont douté, mais la réalité nous a prouvé les choses. Et je pense qu'on cite l'âge de 44 ans, qui peut être vu comme un âge assez jeune, mais c'est un âge où réellement on a une certaine maturité, une certaine responsabilité, une certaine acquisition des choses et des stratégies qui peuvent réellement vous permettre de voir beaucoup plus clair. Donc c'est pas jeune, hein. Donc voilà, on dit que c'est jeune, mais c'est pas jeune. Donc je pense que comparé peut-être à ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on a l'habitude de voir des hommes de 70 ans, 60 ans, même 80 ans être des présidents, donc c'est nouveau, mais il faut absolument, comme le disent le président de la République et son ministre Ousmane Sonko, il faut qu'il y ait une rupture qui se fasse, il faut qu'on donne la chance à la jeunesse africaine pour qu'elle puisse amener un changement nouveau. Et je pense que la Côte d'Ivoire, même si je ne dirais pas que ça va être un pays qui va suivre, parce que chaque pays est indépendant par rapport à sa politique interne, mais il faut savoir que des exemples sont en train de se faire sentir ici et là, un peu partout. Donc je pense que l'histoire est inévitable, que le changement va se faire et c'est peut-être le Sénégal qui sera le bel exemple du reste de l'Afrique. L'âge n'est pas un critère prédominant de leadership. Moi je parlerais plus de maturité parce que quelqu'un qui a 44 ans et qui est président d'un parti politique qui a été nommé, qui a vécu en fait une certaine expérience, je pense qu'on parle plus d'expérience que d'âge. Il pouvait même avoir 35 ans. Quand on prend l'exemple de certains présidents aux États-Unis, ils ont peut-être entre 35, 40 ans, 44 ans. Donc, je pense que c'est un âge de maturité à cet âge-là. On doit changer les mentalités et il faut se battre pour ça. Et la population est vraiment prête, mature. Peut-être par rapport à des situations, il y aura un accompagnement, un suivi qui sera effectué, mais je pense que c'est un âge de maturité quand même. D'accord. Alors, venons-en à présent à son parti, le PASTEF. Le dimanche 5 mai, au terme d'une rencontre du bureau politique, le PASTEF a annoncé des rencontres futures avec des partenaires en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Alors, la particularité de ces pays est qu'ils sont dominés par des juntes, d'accord? Mais c'est une initiative apparemment du parti qui se dissocie de l'approche gouvernementale. Selon vous, comment pourrait-on justifier cette initiative-là du PASTEF? Selon vous, quelle lecture faites-vous de cette initiative? En fait, on peut considérer cela comme étant toujours, comme je vous l'ai dit, les premiers jalons qui sont en train d'être posés par le nouveau gouvernement, surtout par rapport à l'action panafricaine dont ils ont prôné un peu partout, parce qu'il faut savoir que PASTEF n'est pas seulement le Sénégal. PASTEF est un peu connu partout. Que vous allez en Côte d'Ivoire, vous parlez du PASTEF, il n'est pas nouveau. Bien étant que c'est un parti qui est assez jeune. Vous allez au Burkina,
on parlera du PASTEF. C'est surtout la personne d'Ousmane Sonko. Exactement. Donc, tout le monde connaît en fait l'histoire du Sénégal à travers ce combat qui a été mené et qui a été relayé par la suite pour mener en fait à une victoire. Et je pense que cette action qui sont en train de se poser, c'est surtout dans le sens peut-être de plus regrouper ou de sauver peut-être les pays du Sahel dans un regroupement de fédérations, ce qui peut-être n'est pas en ce moment le cas. Ça peut être vu comme ça, puis ça peut être aussi une manière aussi de créer en fait d'autres opportunités avec les pays du Sahel qui sont en ce moment pas réellement en accord. D'accord. Mais est-il possible, à l'état actuel des choses, le PASTEF qui est au pouvoir, qui envoie son parti en mission auprès des gens, est-il possible aujourd'hui de dissocier le PASTEF, le parti, et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aujourd'hui, avec ces initiatives-là? Bon, on peut toujours parler de parti, mais actuellement, je pense qu'on ne parle plus de parti. On parle surtout de gouvernance. Donc, quand des personnes représentant le parti du PASTEF vont peut-être rendre visite à la junte, on peut faire une lecture d'un consensus, d'une recherche de consensus, comme je vous l'ai dit, à réellement regrouper les pays du Sahel dans le sens des actions qui ont été posées par rapport à des actions panafricaines, de sauver en fait tout ce qui tourne autour de l'Afrique. Moi, je pense qu'il y a un projet qui se cache derrière tout cela et ils sont en train de dérouler et laissons-les dérouler. Et je pense que ça ne peut être que positif pour l'Afrique et pour le Sénégal et pour tout le monde. Et peut-être qu'il faudrait faire la différence, mais que ces actions ne peuvent être que bénéfiques dans le sens du panafricanisme. Mais derrière cette initiative, n'y a-t-il pas aussi une volonté de réunir ces pays de la CEDEAO qui, on le rappelle, en sont sortis et qui émettent même aussi la volonté de sortir de l'UEMOA en créant des monnaies communes. Bon, ce sont des bruits de couloir, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de réunification derrière ces initiatives du PASTEF? C'est ce que je suis en train de dire. En fait, les pays du Sahel, et CEDEAO, etc., donc BCAO, il y a un véritable éclatement en ce moment. On entend même parler de la création d'une nouvelle monnaie, etc. Donc tout ça fait partie des actions de panafricanisme du surtout panafricanisme sous-régional. Sous-régional, en fait, de réunir en fait tous ces pays dans un peut-être contexte économique, géopolitique beaucoup plus soudé et beaucoup plus en harmonie, ce qui n'a peut-être pas été souvent le cas dans le passé. Mais ne craignez-vous pas que cette approche privilégiée en tout cas avec les gens du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée, ne puisse pas être cette approche ne puisse pas être compromettante du point de vue diplomatique, notamment face aux partenaires tels que la France ou bien même la Côte d'Ivoire aussi, parce qu'on le rappelle, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali avec les affaires des 40 militaires et même le Burkina Faso ne sont pas au beau fixe. Ne craignez-vous pas qu'il y ait des effets négatifs pour le Sénégal en raison de ces rapprochements-là? Par rapport à la France? La France et même la Côte d'Ivoire au niveau sous-régional? Je pense que quand on parle surtout de ces actions qui sont menées, pour moi, ce sont surtout des actions diplomatiques de paix et de stabilité. Donc on ne peut pas les traduire autrement. Donc si on les traduit autrement, je ne sais pas comment... Mais elles pourraient aussi être interprétées comme des manifestations de soutien aussi à ces juntes. Ce n'est pas une manifestation de soutien. Pour moi, c'est surtout des actions de paix, des actions d'harmonie. Je vous ai parlé surtout d'harmonisation économique, d'harmonisation peut-être commerciale, parce que l'Afrique a beaucoup à gagner en fait en collaborant ensemble. Peut-être des situations qui n'ont pas existé dans le passé et qui peuvent réellement permettre à l'Afrique de sortir de certains impasses en fait qui sont d'actualité, notamment au niveau commercial et notamment au niveau des échanges entre les partenaires africains. Et on peut même voir que
entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a différents partenaires commerciaux, etc., qui peuvent être développés. Donc, pourquoi ne pas en fait soulever cela? Moi, je pense que ces actions qui sont menées, c'est surtout dans ce sens-là. En ce qui concerne la France, c'est pas forcément dans le sens de d'écarter ni quoi que ce soit. Il faut savoir qu'en diplomatie, il faut regarder des situations où réellement vous pouvez poser des actions qui peuvent réellement vous permettre d'avancer dans un bien commun, que ça soit un État ou un autre. Donc je pense que ce sont des stratégies qui vont être revues et qui vont être placées dans les différents États, que ce soit le Sénégal, le Mali, ou sinon le Burkina ou la Côte d'Ivoire, ou même en relation en parallèle avec la France, tout simplement. D'accord. À présent, venons-en à votre actualité plus personnelle et qui concerne votre contentieux avec la RTS et notamment une émission que vous aviez créée en 2020 qui s'intitulait Le Rendez-vous des Excellences. Une émission consacrée à la diplomatie. D'accord, pouvez-vous revenir un peu sur cette histoire, s'il vous plaît? Sur les faits, parce que j'ai en fait créé une émission qui s'appelle bien sûr Le Rendez-vous des Excellences, où je recevais les représentations diplomatiques, les ambassades et les organisations internationales dans le cadre de la coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale ou autre. Et dans cette émission, j'ai eu à recevoir plusieurs ambassades et plusieurs organisations internationales qui ont été diffusées sur une chaîne locale, la Sen TV, avec des sponsors, etc. Mais elle a été arrêtée pour cause de l'événement du Covid. Donc en 2019, on a arrêté. Et en fin 2019, le Covid, on avait dit qu'il ne fallait pas sortir, restrictions, etc. En fin 2019, l'émission a été reprise avec des ressemblances incroyables sur une chaîne nationale, la RTS, qui a repris en fait le même concept, du générique jusqu'à... Du début à la fin, de A à Z. On a l'impression, parce que c'est bizarre que ça soit le générique, le contenu de l'émission. On essaie un peu de changer parce qu'il y a eu entre-temps des échanges juridiques qui ont été effectués, donc ils essaient un peu de contourner la situation. Mais je pense que dès le départ, ça a été très clair que ça a été une émission qui a été plagiée, qui a été reprise par la RTS, sans mon insu, sans mon accord, et que je déplore énormément. Et où je demande aussi, je lance en fait un appel au président, mais également au nouveau directeur de la RTS, monsieur Alignan, qui a été au courant de l'histoire d'ailleurs, parce que lorsque j'avais commencé un petit peu dans les déboires, j'avais appelé monsieur Alignan et je lui avais expliqué un peu la situation. Il m'avait recommandé d'ailleurs de rester en justice, ce que j'avais fait. Donc il va falloir absolument que rétablissement se fasse. Moi, je ne parle peut-être pas de ma situation, mais je parle également des situations de mes confrères et de mes consoeurs qui sont à la RTS, qui ont été lésés dans leurs droits. Donc moi, davantage, parce que moi, je suis journaliste indépendant, je travaille à mon propre compte, je ne suis pas soutenue par aucun organe de presse, donc je crée, j'innove et je lance, et à partir de là, voilà. Mais pour revenir à votre émission, était-elle protégée à la SODAV? Évidemment, elle a été protégée à la SODAV depuis des années, avant que je ne diffuse l'émission. Donc il fallait que je la protège dans un premier temps, avant réellement de pouvoir... Et malgré cette protection... Malgré cette protection, malgré également la correspondance et la connaissance de la protection, la RTS a daigné refuser de se replier et à continuer en fait dans son bon vouloir, ou peut-être, voilà, pour autre chose. Mais j'ai été vraiment lésée financièrement. Mon équipe a dû, en fait, fermer porte à cause de ça. Bon, parce qu'il y avait beaucoup de situations aussi qui se sont présentées par la suite qui nous dépassaient et qu'on ne maîtrisait pas. Je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, mais il y a eu beaucoup de situations où réellement on sentait qu'il y avait une situation où réellement on nous mettait à l'écart et qu'on nous montrait que non, vous n'êtes pas un organe étatique, vous êtes du privé, etc. Donc j'ai été appelée par certaines personnes, mes invités notamment, qui me disaient que vous, c'est vous qui avez contacté en fait notre ambassade, notre représentation en premier.
avant la RTS. Donc, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on ferait une émission avec eux, étant donné que vous avez beaucoup plus de bagages et de présentation par rapport à ce que vous avez fait. Donc, votre notoriété, en quelque sorte, a joué quand même un rôle. Un rôle dans ce que j'avais fait. Parce qu'elle a fait le tour des ambassades durant 3 ans, quand même. 3 ans, c'est pas rien. Aller dans certaines ambassades, vous pouvez aller et ensuite essayer de présenter votre projet, leur parler en visite de courtoisie, leur expliquer. Donc, c'était un travail assez costaud, assez lourd. Et je remercie au passage toute l'équipe en fait qui m'avait accompagnée à cette période. Ça a été une période très dure pour nous, mais on s'est battu du mieux qu'on a pu et ça a été très difficile aussi de relancer les choses parce que il ne suffisait pas de lancer un projet qu'on vous le pique et que vous arrêtez. On a continué, on s'est battu jusqu'au dernier souffle. On a eu des correspondances où la RTS nous a dit qu'ils étaient en plein droit de faire une émission étatique étant les représentants de l'État. Donc voilà, je ne sais pas si on peut passer aussi d'autres éléments de mon émission, Rendez-vous des Excellences, par rapport à mais avez-vous tenté des médiations auprès de la RTS, notamment avec l'ancien directeur général Racine Talla? Que je n'ai jamais eu finalement, parce que j'ai tenté à plusieurs reprises de l'avoir de par son secrétaire, Madame Dian, que j'ai appelé, demandé des rendez-vous, rien à faire. Finalement, c'était la voie juridique. Il fallait absolument qu'on fasse connaître qu'il y a une situation, un fait. Et je pense que quand on fait acte qu'il y a un fait, une situation, le directeur ne peut que voir qu'effectivement, il y a un fait, parce qu'on ne peut pas vous dire de sommer ou d'arrêter ou de faire ceci par voie juridique et que le directeur ne soit pas au courant. C'est impossible. Et concernant la bataille juridique, où en est-elle? On aimerait la reprendre parce qu'elle a été arrêtée. Malheureusement, j'avais confié en fait l'affaire à un avocat qui m'avait dit qu'on avait perdu d'avance. Donc moi, quelqu'un qui me dit on va en guerre et que la bataille est perdue, une attitude défaitiste dès le départ. Voilà, je préfère arrêter avec la personne et peut-être démarrer avec quelqu'un qui a peut-être un état d'esprit autre que la défaite avant la bataille. Voilà. Donc vous comptez la reprendre incessamment ou bien? Ce mois-ci ou le mois prochain. Mais dans un premier temps, nous aimerions lancer un appel de médiation, de consensus à M. Papalignan pour que rétablissement se fasse par rapport aux préjudices en fait causés en l'encontre de notre équipe. Concernant M. Papalignan, l'actuel directeur général de la RTS, vous l'avez dit, vous avez eu à échanger de votre situation par le passé et vous avez notamment vous avez donné des conseils. Étant donné qu'il est l'actuel directeur général de la RTS, comme vous l'avez dit, vous n'estimez pas que l'issue pourrait être plus heureuse en tentant une médiation, en tentant d'entrer en contact avec lui? L'issue pourrait être plus heureuse, mais je pense qu'il faudrait d'abord communiquer en tant que journaliste. Et une stratégie a été élaborée dans ce processus, dans ce consensus, de l'approcher, mais également dans un premier temps d'en parler pour que les gens sachent et que tout le monde découvre un peu la situation, parce que je trouve que c'est déplorable de voir une personne travailler durant des années sur une chaîne nationale, à savoir la RTS, pendant 5, 10, 15 ans, et ne pas créer quelque chose d'innovant, ou ne pas aller de l'avant, ou ne pas en fait faire autre chose que de prendre ou de reprendre en fait le projet d'une autre personne. Et je trouve que c'est désolant dans le sens où peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette émission, dans ce concept, mais je trouve que il y a peut-être autre chose qui pouvait être effectuée de la personne en fait qui est en train d'animer l'émission, Madame Seynabou Sow. Je pense que elle pouvait effectivement dépasser ce niveau-là et peut-être avancer sur autre chose. Et des incidents ont été remarqués dans des interviews qui ont été effectués. Et je pense que c'est surtout un manque de culture générale, etc. Bon, ce sont des détails, d'accord. Voilà, mais actuellement, espérez-vous toujours obtenir gain de cause? Et avez-vous bon espoir surtout d'obtenir gain de cause actuellement? Il faudrait, parce qu'on parle de rupture, on parle de changement et on parle surtout de justice. Et je pense que opportun a été ce moment d'en parler en ce moment. Vu que le changement a été fait, la rupture a été effectuée et qu'il y a en ce moment une nouvelle ère qui est en train de passer, on ne fait pas la chasse aux sorcières, pas du tout. On est en train surtout de réclamer une justice et je pense que ce projet me tient à cœur et ce projet tient à cœur à mon équipe,
Mais c'est un projet aussi qu'il faut savoir protéger dans le sens où peut-être je ne suis pas la seule à avoir subi des situations similaires. Donc beaucoup de personnes qui l'ont subi, donc ça soit dans des organes de presse ou dans d'autres activités. Donc il faut absolument qu'on se dise qu'il faut qu'on remette les pendules à l'heure et qu'on essaie réellement de bâtir le Sénégal pour un Sénégal meilleur et qu'on puisse réellement avancer et que certaines situations soient vraiment des situations à éviter ou même à déplorer quand elle est commise, hein, tout simplement. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Madame Miranda Ndiaye, Fatou Miranda Ndiaye, journaliste indépendante et spécialisée en questions diplomatiques. J'espère que cet entretien vous a plu, chers téléspectateurs de Seneweb TV. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans un prochain entretien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.